Amis du livre, amoureux de la lecture, surtout de la lecture apprivoisée, tous les rats de la bibliothèque, qu'elle soit numérique ou en papier, la bibliothèque physique, nous vous retrouvons en cette année nouvelle 2020 avec un nouveau livre qui vient d'être lancé sur le marché, du livre congolais africain, pourquoi pas mondial, congolais, esclaves d'Afrique. Je l'ai dans ma main gauche et le dessin sur ce livre est évocateur. Le réalisateur vous le démontre. Son auteur est avec nous sur ce plateau. Mwangu Inena Deo. Bienvenue. Merci. C'est votre tout premier livre, votre bébé. La recherche date de pratiquement 3 décennies. Oui. Ça n'a pas été facile. Non, ça n'a pas été facile. Un accouchement dans les douleurs, peut-on dire ainsi? Oui, en quelque sorte. Et voilà, c'est pas facile pour un homme pas facile. Qui n'a pas fait justement ni la philosophie ni les lettres. Loin de là. Vous êtes du centre du pays de Chikapa, mais vous avez traversé, fait une longue distance pour aller vous intégrer au Congo central, chez les Bantandou. C'est bien compris, le message est passé. Voilà, où vous êtes né pour la 2e fois, au Congo central, chez les Bantandou. Vous êtes un gradué en sciences commerciales, option marketing, et option marketing de l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, IEC. Vous êtes engagé à l'Office congolais de contrôle, OCC, direction provinciale du Congo central, agence de Lukala. Nous sommes dans ce qu'on appelle Cataracte, le district de Cataracte, où vous avez occupé successivement les fonctions de chef de bureau, certification des produits, chef de section, cimenterie et actuellement chef de bureau, production locale. Voilà tout ce que nous pouvons dire sur vous. Mais Mwangu, ce nom rappelle un certain Maker Mwangu. Il n'y a pas trop de fossé, ou le fossé n'est pas très important entre Maker Mwangu et Deo Mwangu, parce que issus de mêmes entrailles, donc jeunes frères. Alors, écrivain, vous nous présentez ce livre paru aux éditions Perspective Elohim. Alors, Deo Mwangu, dites-nous d'abord pourquoi cette illustration sur la couverture, un chariotman, mais revêtu de la carte de mon pays, la RDC, et qui tire justement son chariot avec un peuple à bord de ce chariot. Pourquoi? Oui, d'abord je dis merci. Merci de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer. En fait, le dessin, comme vous le dites, ça représente le titre. Ça représente le titre. Le titre, comme vous le dites, Congolais esclaves d'Afrique. Le titre tel que vous l'avez bien voulu, avec votre éditeur. Oui, voilà. Oui, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est en train de prendre, qui est là pour supporter les autres. Mais il doit supporter les autres, c'est que c'est quand même un esclave exceptionnel. Il a plus d'atouts que les autres. Comment vous l'identifiez un esclave? Congolais, je l'identifie à partir de son comportement. Quand vous avez... C'est un document qui date de longtemps. Vous avez dit 3 décennies, ça veut dire 30 ans. J'ai mené mes recherches, j'ai découvert quelque part que le Congolais était un esclave. Au fait, c'est un titre d'un proverbe de chez nous qui veut tout simplement, dans la tradition de chez nous, on dit le chef est considéré comme un esclave. En menant mes recherches... Le chef est un serviteur. Oui, il est serviteur. En menant mes recherches, j'ai découvert quelque part que non, nous, Congolais, nous étions des esclaves. Comment? On me dit quelque part
que Congolais naturellement, je dis bien naturellement, ouverts, serviables, hospitaliers. Pour moi, je dis, ça sont des éléments clés d'un bon chef. Et nous avons ça. Nous sommes nés naturellement esclaves. Quand vous êtes chez autrui, chez les 9 voisins, aucune initiative de coup d'État. Même quand vous êtes plus haut perché, c'est-à-dire dans le haute sphère de ces pays, aucune initiative de coup d'État ni de guerre. À Addis Abeba, tous les diplomates sont unanimes. Nous faisons la lecture apprivoisée de votre livre. Nous ne restons pas dans la lecture pour la lecture. À Addis Abeba, plusieurs diplomates l'attestent. Quand vous êtes aligné pour une mission au Congo-Kinshasa, sachez que vous allez rentrer avec vos frais d'émission intacts parce qu'on va vous nourrir, on va vous loger. Et pourquoi? Peut-être l'orgueil humain du Congolais. Moi, je dirais ainsi. Non, pas seulement ça. C'est parce que nous considérons au-dessus de tous ces gens-là. Nous nous considérons au-dessus de tous ces gens-là, ce peuple africain qui vient ici, que ce soit européen, tout ça. Nous sommes au-dessus plutôt. Allez-y un peu comprendre. On vient d'assassiner le président Laurent Désiré Kabila en 2001. Un sommet se tient à Yaoundé, sommet France-Afrique. Le président Amani Toumani Touré, il dit quoi? Il dit que si on ne ramenait pas la paix au Congo, rien ne se fera en Afrique. Pourquoi seulement le Congo? C'est parce que nous avons cette responsabilité-là de diriger le monde. Moi, je me dis aujourd'hui que les Congolais esclaves d'Afrique, il n'est pas seulement d'Afrique, mais il est du monde. Pourquoi? Pourquoi? C'est la question. Oui, mais pourquoi? C'est simple à comprendre. Qui caresse les esprits des lecteurs. Vous allez me demander pourquoi, mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe autour du Congo, c'est facile à comprendre. C'est facile à comprendre que non, le monde ne peut pas vivre sans Congo. Tout le monde a besoin du Congo plutôt. Tout le monde a besoin du Congo. C'est là où je peux dire que non, le Congo c'est une grande puissance naturelle. Il n'est pas artificiel comme les autres aujourd'hui. Nous sommes naturels, une grande puissance. Tout le monde veut soit être ami du Congo, être frère du Congo, tout ça. Pourquoi? Pour bénéficier de quelque chose du Congo. Dans le Congo, vous le dites bien dans votre livre, que vous dédiez à un prophète, un précurseur des indépendances nominales politiques africaines. Je cite Simon Kimbangu, pas Kiangani, mais Simon Kimbangu, le prophète. Oui. Alors, vous dites dans cette dédicace, à toi, Simon Kimbangu, j'espère que ce n'est pas pour faire plaisir à votre épouse, Montando, mais ici, vous êtes vous-même kimbanguiste depuis le Kassai. Alors, vous dites, à toi, Simon Kimbangu, pour avoir, nous sommes à la page 3, votre livre, c'est donc c'est pratiquement 140 pages, pour avoir taillé un chemin dans le roc pour ton peuple. Tu as passé 30 ans derrière les barreaux. Alors, daigne accepter que ce livre te soit dédié. Bon, en fait, moi je dis ceci. Si j'ai dédié ce document à Simon Kimbangu, ce n'est pas parce que je suis kimbanguiste. Kimbangu, ne le mettez pas au niveau de l'église kimbanguiste. C'est Kimbangu qui a réveillé la conscience de ce peuple. Donc quelque part, moi je l'appelle comme étant un papa de ce pays. C'est comme un éclaireur, un guide pour nous les Congolais. Donc c'est dans ce sens-là que je lui ai dédié ce document. Mais il a commencé ce combat en 1921. Avant les jeunes leaders africains, avec les Kwame Nkrumah et les autres, tout ça. Mais qui a éveillé les consciences du peuple africain. Alors pourquoi vous les limitez à la RDC? Mais lui, il est Congolais. Il est Congolais. C'est un avantage pour nous. Mais il parlait au nom de la race dite noire. Oui, bien sûr. Mais moi, je dis d'abord, il est Congolais. Moi, je le prends dans ce contexte-là, en tant que Congolais. Alors, votre livre est reparti en 3 chapitres. Oui. Le premier, le Congo démocratique, berceau de l'humanité. Vous créez là un autre concept au lieu de parler de l'Afrique, berceau de l'humanité. Chapitre 2, les Congolais et le Congo convoité. Enfin, le 3e chapitre, les Congolais
interpellés. Alors, nous allons y aller graduellement, état par état. D'abord, le chapitre 1er. Le Congo démocratique, berceau de l'humanité. Et vous le démontrez. D'abord, l'Afrique. Vous parlez de l'Afrique. Mais ce qui est important pour nous dans cette lecture apprivoisée, vous parlez de l'hydrographie de l'Afrique. On vous donne maintenant la parole comme géniteur de ce livre pour nous en parler. Merci. J'ai deux éléments avec moi ici. J'ai l'Afrique hydrographique et j'ai la Bible de l'autre côté. Quand vous prenez l'Afrique hydrographique, on nous a pris ça... Au niveau des eaux. Oui, on nous a pris ça depuis l'école secondaire, que l'Afrique avait 4 grands fleuves. L'Afrique avait 4 grands fleuves. Nous avons le fleuve Nil, il y a le fleuve Congo, il y a le fleuve Niger et puis le fleuve Zambèze. Quand vous prenez ce fleuve, vous remarquerez que presque tous les fleuves prennent leur source au Congo. Presque. Peut-être le Niger. Mais le reste, en tout cas, ça prend leur source au Congo. Comment ça? Oui. Oui. Et quand vous prenez la Bible, ce qui a été décrit dans le jardin d'Éden que Dieu a créé, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ici, je vous donne le passage du livre de Genèse. Genèse chapitre 2, versets 10 à 14. Qu'est-ce qu'on me dit là-bas? Un fleuve prenait sa source au pays d'Éden et irriguait le jardin de là, il se divisait en 4 bras. Les premiers étaient les Pichons, il fait le tour du pays de Havila. Dans ce pays, on trouve de l'or, un or de qualité, ainsi le résume parfumé de Belgium et la pierre précieuse de Caroline. Les seconds bras du fleuve étaient le Pichon qui fait le tour du pays des Couches. Le troisième était le Tigre qui coule à l'est de la ville d'Assor. Enfin, le quatrième était l'Euphrate. L'Afrique hydrographique nous renseigne ça. Quand vous prenez, comme je l'ai dit, vous remarquerez que l'Afrique hydrographique, presque toutes ces fleuves prennent ces sources. Les premiers du Congo. Oui. D'abord, les descriptions de la Bible. Oui. Le premier fleuve, qu'est-ce qu'il dit? Il fait le tour du pays de Havila. Prenez le fleuve Congo. De Lualaba jusqu'au Congo central. Ça fait le tour du pays. Quand vous prenez le deuxième fleuve, le Nil, vous remarquez aussi que ça fait le tour de ce pays. Donc vous voyez qu'il y a une convergence dans cette histoire. La Bible décrit presque la même chose et l'Afrique hydrographique nous dit aussi la même chose. Je vois donc Carly là qui est en train de faire défiler un texte important. Merci beaucoup parce que nous parlons de l'Afrique hydrographique. Oui. Alors vous dites à la page 24, fleuve de l'Afrique équatoriale, vous parlez du fleuve Congo. Oui. D'abord, je ne veux pas faire la lecture pour la lecture. Vous dites que ce fleuve est aussi la source du fleuve, l'une des sources du fleuve Nil. Et nous allons dans les relations diplomatiques, le conflit entre l'Éthiopie et l'Égypte, dans la construction du grand barrage ou du barrage sur le Nil bleu, la construction en Éthiopie, eh bien, le Congo se présente comme un arbitre. Le Congo dit, et cessez de vous chamailler parce que ça c'est le président Tshisekedi qui dit, on peut vous alimenter grâce à Grand Yinga et vous pouvez abandonner ce projet, ne vous chamaillez pas. Et dans ça, avec Shehu Kitundu, quand on a fait le monde, à Addis Abeba, l'Éthiopie sollicite toujours notre concours. L'Égypte aussi sollicite notre concours. Pourquoi? Parce que nous sommes l'une des sources du fleuve Nil. Et souvent, quand le Congo a des problèmes, l'Égypte intervient toujours positivement. Je vous pose la question parce que vous en parlez dans ce premier chapitre. C'est pour quelle raison l'Égypte est toujours très liée à nous? Et le Mobutu à l'époque, très lié à l'Égypte, jusqu'à rejeter Israël. Comment ça? Parce que vous en parlez. Oui, la raison est simple. La raison est simple. C'est-à-dire
l'Égypte se retrouve à partir du fleuve Nil. Qui dit Nil, c'est le temps... Qu'est-ce que les Égyptiens disent? Que le fleuve Nil, c'est le don de Dieu pour eux. Ils veulent bien conserver leur bonne relation avec la source. La source du Nil. Oui, qui est la RDC. Et le Kwamakasi. Non. On est contre ces théories. La RDC n'a jamais été loc. La RDC, c'est un grand pays. C'est une expression. Mboka Makasi, non. Oui, Mboka Makasi, c'est une théorie qu'il faut détruire. Oui. Et loco, c'est ça, c'est péjoratif. Oui, c'est entre guillemets. Non, nous faisons une lecture apprivoisée. Oui. Dites RDC, Mboka Makasi. Mboka Makasi, oui. Merci beaucoup. Oui, merci. Alors, nous continuons dans cette lecture. Vous dites qu'on n'est pas seulement la source du Nil, on est aussi la source de l'autre fleuve, c'est lequel? Zambèze, du côté de Lubumbashi. Comment ça? Est-ce que c'est attesté? Oui, prenez la carte hydrographique, regardez la source même de ce fleuve, vous remarquez que non, quelque part ça vient de la RDC. Et le fleuve Niger? Bon, là, non, là je n'ai pas vraiment de précision, mais j'ai mené mes recherches, je n'ai pas découvert quelque part que ça vient du Congo. Là, non. Mais au moins, les trois là, en tout cas, prennent leur source au Congo. C'est ce qui fait la force. Même la description biblique et la description hydrographique, ça c'est vraiment, ça se marie. Et voilà. Mais vous ne vous arrêtez pas là. Donc c'est pour ceux qui veulent lire, c'est jusqu'à la page pratiquement 36 que vous parlez de cette situation hydrographique. Oui. Donc, même le Tchadien Idriss Déby, il veut prendre notre eau, l'eau du fleuve ou l'eau de l'Obangui par la force. Oui. C'est ça, c'est là où je vous ai dit que non, le Congo, c'est le pays le plus convoité du monde. Et ce n'est pas un fait d'hasard. Et Dieu aussi, la nature n'a pas fait histoire au hasard pour nous donner tout ça. Aujourd'hui, on est en train de mettre le monde devant un fait accompli. Donc, ils doivent recourir au Congo. À la page 28, vous parlez du sous-sol de l'Afrique. Oui. Et vous évoquez l'Éternel qui planta un jardin en Éden, oui, et demanda à l'homme et la femme de la cultiver et de la garder. Dites-nous concrètement ici, vous faites allusion à quoi? Je fais allusion... Quelle similitude? Le jardin d'Éden est invisible maintenant. Quand on décrit sa situation géographique, eh bien on ne parle pas du Congo encore. Oui, mais moi je prends maintenant au niveau du sous-sol. Voici ce que nous avons, nous Congolais, et par rapport à ce qu'on a décrit dans la Bible. Quelque part, on a dit ceci, que il fait le tour du pays. Dans ce pays, on trouve de l'or, un or de qualité. C'est-à-dire, le Congo est déclaré scandale géologique. C'est sur base de ça que je dis que non. Même le sous-sol, ça peut nous aider à décrire que le Congo, c'est le jardin d'Éden. Même le sous-sol, pas seulement du point de vue hydrographique, même du point de vue sous-sol. Alors, l'avenir du monde se joue au Moyen-Orient, n'est-ce pas? Oui. Et l'horloge des dieux, selon certains prédicateurs, ou beaucoup de prédicateurs, l'horloge des dieux, c'est Israël. Et vous évoquez Israël à la page 31. Pourquoi? C'est-à-dire, mon problème, c'est quoi en fait? Pourtant, nous sommes en Afrique. Oui, je parlais d'Israël, pourquoi? Parce qu'il y a deux points de vue différents. Il y a ceux qui considèrent l'Afrique comme personne de l'humanité du point de vue scientifique, et il y a ceux qui considèrent l'Asie comme personne de l'humanité du point de vue religieux. Mais quand vous prenez l'Israël, que ce soit du point de vue hydrographique, que ce soit du point de vue sous-sol, vous remarquez que l'Israël ne représente absolument rien. Rien, alors rien. Et là, vous évoquez toujours à la page, donc encore à la page 34, je vois ici vous parlez de la Turquie. Oui. Pourquoi vous évoquez la Turquie dans votre livre? Parce qu'actuellement, le fleuve Euphrate et Tigre, ça se trouve en Égypte, non? Oui. Et en Turquie. En Turquie. Oui. Oui. Et je fais allusion pour faire un peu une comparaison avec ce que nous avons en Afrique. Mais vous remarquerez que quand je menais des recherches, vous trouverez qu'il n'y a rien là-bas. Que ce soit du point de vue hydrographique, que ce soit du point de vue... Parce que d'abord l'Asie, il faut l'exclure. Pourquoi?
Moi, je dis l'Asie et la Turquie plutôt, il est à cheval entre deux continents. Il y a l'Europe et l'Asie. Or, l'Europe, c'est l'Europe qui est venue nous dire que c'était l'Afrique qui est le berceau de l'humanité. Donc, quelque part, moi, du point de vue là, l'esprit, il n'est pas vraiment le berceau de l'humanité. Pays des potentialités immenses à la page 46, vous continuez à évoquer ce que ce pays représente, véritable scandale, ça épate le monde. Le monde ne peut pas vivre sans lui, mais le Congo à lui seul peut vivre sans le monde. Oui. Vous attestez ça? Oui. Dans un monde où l'autarcie n'existe plus? Mais je dis ceci, aujourd'hui, pour fabriquer le batterie, on recourt à quoi? Le batterie du XXIe siècle, on va utiliser quel minerai? Et qui détient une grande partie de ce minerai dans le monde, si ce n'est pas le Congo? Donc c'est ça, le Congo, c'est lui qui détient. Mitterrand l'a dit, peut-être, Mitterrand l'a dit en 64. Il a dit quoi? Que c'est vous, les Congolais, qui détenez la clé de l'Afrique. Mitterrand l'a dit. Oui, en 64. Attesté, vérifié. Oui, oui, j'ai mis les références ici dans mon document. Voilà. À la page 52, vous parlez de l'aspect énergétique. Oui. Ici encore, c'est toujours le Congo. Pays incontournable. Oui. Pour et l'Afrique attend l'énergie d'Inga. Oui. Pourquoi Dieu a fait ça? Parce qu'il savait que nous aurons une grande responsabilité. Peut-être aujourd'hui les gens pensent que le Congo c'est rien. Oui, je suis d'accord avec eux. Mais référons-nous aux propos des Kinois qui disent quoi? Que Oyanzambe y a qu'un escalier. Je l'ai dit ici que non, le Congo c'est une grande puissance naturelle. Il n'est pas artificiel. Nous attendons quelque chose qui va venir lentement à partir des escaliers, comme le disent les Chinois. Formidable. À la page 59, aspect climatique. Encore une fois, le pays se présente comme une alternative mondiale, le deuxième poumon forestier du monde, le deuxième cœur vert de la planète Terre. Avec la découverte récente, les tourbières, on dit que nous détenons la clé pour réguler le climat. Ici encore, ça atteste ce que vous dites dans votre livre, que nous sommes incontournables. Oui, aujourd'hui en tout cas, que vous l'acceptiez ou pas, le Congo c'est le maître de ce monde. Le Congo, habité par un peuple inconscient. Oui, c'est pas pour rien. D'ailleurs, quand vous remarquerez dans le dernier chapitre, j'ai interpellé le Congolais. J'ai interpellé le Congolais. Alors, on me dit que là, vous comprenez, nous faisons une lecture apprivoisée. On peut y revenir en seconde lecture. Oui. Vous interpellez au troisième chapitre le peuple congolais. Les Congolais interpellés. Oui. Qu'est-ce que vous leur dites? Et c'est le dernier message. Vous regardez cette caméra. Oui. Mon dernier message, c'est-à-dire quoi? J'ai remarqué que, quelque part, comme vous l'avez dit, que le peuple congolais est inconscient. Il faut qu'il prenne conscience de cette responsabilité que nous avons. Le monde nous regarde. Ils veulent quelque chose. Nous devons faire quelque chose. Ce n'est pas pour rien, je dis, aujourd'hui, nous sommes là pour condamner X, Y. Et moi, je dis, ça ne sert à rien. Le Congo, c'est un processus. C'est un processus. Tu as commencé avec Kimbangu, tu as éveillé de votre conscience. Nous sommes en train d'aller. Les gens prédisent quoi en 2018? Qu'il n'y aura pas des élections, ça sera du chaos. Et quand vous lisez quelque part, vous remarquez qu'on te dit que la réalité de l'histoire du Congo n'obéit pas aux logiques développées par le procureur et le censeur. C'est-à-dire quoi? Je vais vous donner un exemple simple que j'ai toujours donné aux gens. Vous prenez 1 plus 1. Vous mettez ça en Angola, ça va vous donner 2. Vous mettez ça aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Allemagne, en Belgique ou bien où, ça va vous donner 2. Quand vous prenez ce même 1 plus 1 là, vous mettez au Congo, ça va vous donner 30, 20 ou bien en dessous de 0. C'est ça la réalité du Congo. Le Congo, c'est un mystère. Le Congo, c'est un mystère. Donc c'est difficile que les gens comprennent ça. C'est un mystère. Alors, nous reviendrons en seconde lecture de votre livre, vous comprenez? Oui. Il faut y aller page par page pour comprendre. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il a pris 30 ans.
pour arriver à vous produire moins de 200 pages. Alors, il y a beaucoup de choses, une bibliographie riche. Je vous le recommande. On peut le trouver où, votre livre? Bon, qui me contacte? Vous avez votre numéro? Je peux le donner? Oui. 081 50 49 733. Vous pouvez reprendre? 081 50 49 733. C'est ça mon numéro. Vous pouvez aussi, si vous ne l'avez pas maîtrisé, nous contacter et vous renvoyer. C'est un villageois qui vient de Lukala, mais il est ponctuel ici par moment, une fois la semaine ou après 2 semaines. Avec un point de vente, vous pouvez retrouver. Contactez-nous au 081 86 73 847. Voilà, vous pouvez accéder à ce livre. Il est riche. Exploitez, parcourez-le. C'est le tout premier bébé de sa vie en tant que littéraire, en tant qu'écrivain. Merci et à très bientôt pour une seconde lecture de votre livre. Merci. Voilà. C'est tout. Voilà, on a fini. Merci. Il faut toujours avoir un point de vente ici. Je vais mettre ça. Voilà. Bon, je vois qu'il faut qu'on revienne dans une autre lecture parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il faut y aller. Vous le comprenez, il faut y aller page par page. Ouais, ça c'est le Québec. Ouais. Avec ça, c'est déjà... Ouais, ouais. Ça c'est artisanal, mais pour donner un peu